Real Talks, le podcast de Switzerland Sotheby's International Realty qui parle d'immobilier, sans filtre, des experts, des conseils, des vraies réponses. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast de Switzerland Sotheby's. Aujourd'hui, on va parler du marché genevois. Pourquoi certains biens se vendent-ils avant même d'apparaître sur les différentes plateformes ? Pourquoi trouver le bon bien à Genève peut parfois prendre plusieurs mois ? Et surtout, comment mettre toutes les chances de son côté lorsqu'on a envie d'acheter ou de vendre un bien sur le marché le plus exigeant de Suisse. Et pour cela, j'accueille aujourd'hui deux personnes. Franck, qui est directeur de la région de Genève pour Switzerland Sotheby's. Salut Franck. Salut Vincent. Et Augustin, qui est courtier à Genève chez Switzerland Sotheby's. Salut Augustin. Salut Vincent. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On entend justement souvent dire que Genève est un marché immobilier unique en Suisse. Pourquoi finalement ? Alors c'est une excellente introduction à la caractéristique de ce marché immobilier genevois pour une raison en fait de rayonnement international, de rayonnement économique, de stabilité. Le marché genevois attire énormément de clientèle internationale et locale. Et l'offre est paradoxalement, structurellement limitée. Je pourrais développer plus en détail sur les prochaines questions, mais il y a des raisons structurelles qui font que le marché est relativement structurellement limité. Et pourquoi en fait la demande est toujours aussi forte de ce marché genevois ? Le marché genevois, il se présente souvent quand même comme le point d'introduction de notre clientèle étrangère, internationale, dans leur projet immobilier. Ils peuvent finir à Montreux, ils peuvent finir à Lausanne, mais ils arrivent souvent par Genève, et c'est pour ça que le marché est tendu et fort, puissant, et puis que derrière, on réoriente en fonction. Et pourquoi il y a si peu de biens à Genève ? Alors, c'est ce que je pensais bien qu'on allait revenir sur ce sujet qui est très particulier. Déjà, il y a des raisons statistiques, à savoir que Genève est le canton... Alors, statistique et géographique aussi. C'est-à-dire que Genève est le canton le plus petit de Suisse, j'aimerais le rappeler. Donc, en termes de disponibilité foncière, on est relativement limité, et donc en termes de développement également. Il y a un autre raisonnement aussi qu'on peut retrouver dans les statistiques, notamment au niveau de l'Office cantonal des statistiques. À Genève, il y a un pourcentage de 18% en fait, de propriétaires personnes physiques de leurs biens. Ce qui est élevé ou pas par rapport au reste de la Suisse ? Ce qui est relativement fait par rapport au reste de la Suisse, sachant qu'en Suisse, c'est 40%. Et si on comparait par rapport aux pays de l'OCDE, de l'Europe essentiellement, c'est le pays le plus bas de l'OCDE avec ses 40%. Donc ça nous donne déjà une idée en termes de potentiel d'offres. Ensuite, il y a une autre aussi particularité à Genève. Le marché est unique aussi et finalement, quand on devient propriétaire, on a plutôt une tendance à conserver longtemps son bien pour des raisons familiales, patrimoniales, mais également pour d'autres raisons en fait, qui sont finalement, c'est un actif qu'on a envie de conserver, qu'on a envie de soigner et éventuellement qu'on a envie de transmettre. Donc ça explique essentiellement en fait, les raisons très limitées d'offres de biens. Qu'est-ce qui surprend le plus les nouveaux acquéreurs à Genève ? La facilité de pouvoir acquérir un bien et en même temps toute la difficulté que ça représente. Parce qu'on a un gros plus en Suisse en général, c'est qu'on peut procéder à une acquisition rapidement. On peut faire une vente directe. Bon, plus généralement, on fait quand même une vente à terme. Mais c'est la manière dont il faut se préparer à son projet immobilier pour accéder à la bonne offre qui ne se présente parfois qu'une fois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres sur le canton de Genève, mais spécifiquement par quartier, par emplacement, par localisation, parce que c'est la base de tout projet, et c'est même la finalité, c'est la localisation d'un bien. Et c'est là où on arrive vraiment à se positionner au bon moment, au bon endroit, sur le bon objet. Et c'est ce qui fait toute la difficulté. Ok. Et quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels font face justement ces acheteurs ? Alors, les principaux défis auxquels ils font face, alors... Augustin vient de dire que l'offre était généreuse. Si on regardait ce bassin qui fait 530 000 habitants, à mon sens, elle n'est pas si généreuse que ça, l'offre. La demande, par contre, est extrêmement généreuse, si je peux me permettre l'expression. Et finalement, la principale difficulté auxquelles font face les acheteurs, c'est de trouver effectivement, et là Augustin en a parlé, le bon bien, et j'ai envie de dire au bon moment. Ça, c'est une première difficulté. Augustin a parlé de facilité d'acquérir, oui, au sens
juridique du terme, l'acquisition peut sembler relativement facile, mais elle nécessite une préparation relativement importante. Et j'ai envie de dire que la difficulté essentielle finalement pour l'acheteur, à Genève en particulier, c'est d'être particulièrement prêt pour pouvoir être là au bon moment face au bon bien. Ok. Et justement, quelles sont les erreurs typiques, les plus fréquentes ? Les erreurs typiques, c'est justement de vouloir aller trop vite pour accéder à une offre vue une seule fois, mais en réalité de ne pas avoir étudié ou préparé suffisamment son financement, par exemple. Parce que quand il faut avancer, il faut être prêt. Donc aller voir sa banque en premier lieu, en fait. Aller voir sa banque, ou en tout cas la questionner pour être certain de pouvoir se positionner et d'avoir la situation nécessaire à être réactif. Ça, c'est une problématique principale. En tout cas, ce n'est pas une problématique, mais c'est une question à soulever tout de suite pour l'acheteur. Et c'est la principale mauvaise opportunité que l'acheteur peut avoir. S'il n'a pas le financement immobilier, il peut louper des opportunités. Exact. Ouais. Très clairement. Alors, on a parlé de banque, mais d'une manière plus large, je parlerai de banque et de courtiers en financement, en fait, qui peuvent permettre d'avoir une vue plus large, et peut-être d'autres solutions de financement pour notre client, et donc lui donner plus de chances d'acquérir son bien. J'ai envie de dire qu'en amont, c'est la principale difficulté, mais peut-être que la principale difficulté de financement va venir après que le projet soit déterminé, à mon sens. Ok. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, comment bien préparer son projet ? On commence par quoi ? C'est quoi un peu les 3-4 étapes avant finalement de venir vous voir en disant j'aimerais un appartement de 7 pièces et demie avec la vue sur le lac ? Avant de venir nous voir, on peut venir nous voir tout de suite afin de pouvoir aider à franchir, à mon sens, cette première étape qui est découvrir le panorama immobilier. Quel est-il ? Finalement, à Genève, ce qui peut paraître paradoxalement unique, vous, moi, Augustin, demain, on peut décider d'acheter un bien, alors soit un appartement, soit une maison, on visite et on achète. On pourrait voir ça comme ça. C'est absolument pas comme ça que ça se passera à Genève, très clairement. Il faut d'abord découvrir le panorama immobilier. Ce que j'entends par panorama immobilier, il peut être tant géographique, mais il peut être au niveau des centres d'intérêt, finalement, par rapport au mode de vie de l'acheteur lui-même. Ça, c'est la première étape. Qu'est-ce qui existe ? Qu'est-ce qu'il y a sur le marché ? Elle peut prendre plus ou moins de temps en fonction de ses disponibilités et on peut tout à fait accompagner notre client là-dessus. Ensuite, effectivement, on parlait de financement, finalement par rapport à ses disponibilités, par rapport à ces critères qui sont déterminants, on aura l'occasion de détailler, je pense, un petit peu plus tard, quelle est sa capacité réelle de financement. Est-ce que, à titre d'exemple, on a besoin de vendre pour pouvoir acheter, à titre d'exemple. Et là, même chose, on pourra tout à fait accompagner en ce sens-là, c'est fondamental. Est-ce que je dois vendre avant d'acheter ? Et demain, je trouve le bien de mes rêves, à titre d'exemple, et je n'ai pas vendu mon bien. Est-ce que le vendeur est en mesure d'attendre, effectivement, de nous réserver le bien ? Selon son projet, il ne sera absolument pas en mesure d'attendre. Et il y a d'autres acheteurs, comme on le disait, qui, eux, pourront prendre parce qu'ils sont prêts, tout à fait éligibles à l'acquisition immédiatement. Il y a aussi d'autres particularités. On a une grosse... qui rend unique ce marché, c'est qu'on a une grosse demande internationale à Genève, je l'ai déjà dit. On n'achète pas à Genève comme on achète à Zurich, Lausanne, la Côte, mais également à l'étranger, ne serait-ce qu'en France voisine, sans aller chercher très loin, ou dans d'autres pays. J'entends par là qu'on doit... sous quelle forme on peut acheter ? Tout à l'heure, effectivement, Augustin parlait d'acquisition rapide. Dans beaucoup de pays, il y a au préalable ce qu'on appelle un avant-contrat. À Genève, on peut signer immédiatement une vente. Ça peut se faire quasiment en une semaine, sous réserve que le financement soit prêt. Donc si j'ai les fonds, demain, je peux signer un appartement et je suis propriétaire. Oui, mais là, je parlais de clientèle internationale. Si tu es, à titre d'exemple, français, tu dois obtenir ce qu'on appelle en fait un permis B, une autorisation donc selon la LFAI, donc Loi fédérale d'acquisition immobilière par les étrangers. Et sans en fait cette autorisation d'acquérir, tu ne peux pas acquérir, même si tu as les fonds. Et ça, on a quand même, tu m'arrêtes, mais on a fréquemment cette sorte de surprise par des acheteurs étrangers qui arrivent, qui ont plus ou moins effectivement de capacité financière et puis qui ont un peu de mal à comprendre pourquoi ils ne pourraient pas acheter.
même sporadiquement sur la forme des biens que l'on vend. Je veux dire, on vend des biens en PPE, on peut vendre des biens en pleine propriété, mais on peut aussi vendre des biens, ce qu'on appelle en société immobilière. Et là, pareil, je pense à nos amis français qui parfois confondent la société immobilière, qui est une société commerciale, avec des sociétés civiles immobilières qu'on peut trouver en France. Absolument pas du tout le même raisonnement. Et pour obtenir justement ce papier, si on est étranger, quelles sont les démarches en quelques mots et ça prend combien de temps ? Alors, en termes de timing, on peut escompter entre 2 et 3 mois, selon période où c'est demandé. Mais il faut surtout pouvoir répondre à une adresse, en fait, où on va s'installer. Il faut répondre effectivement à des capacités de subvenir à ses besoins. Donc ça, c'est une partie de notre clientèle. Après, on a une autre clientèle un peu plus particulière, mais qui nécessitera également un permis de séjour. En fait, c'est des clientèles qui vont être au forfait, où là, la question, effectivement, au forfait fiscal, j'entends par là, la question de la capacité à subvenir à leurs besoins. Il y a un cadre très strict, mais beaucoup moins. Donc là, il y a des démarches avec le canton, etc. Tout à fait. Concrètement, qu'attendent aujourd'hui les acheteurs d'un courtier immobilier ? Alors, les acheteurs, et on en suit beaucoup, c'est vraiment l'avantage du groupe, c'est qu'ils attendent d'être suivis et d'avoir accès à toute l'offre du marché. On a énormément de biens, d'objets en stock à présenter à nos clients acheteurs, mais c'est aussi la capacité du courtier à aller voir un confrère et à proposer l'objet qui n'est pas encore chez Switzerland Sotheby's et qu'on travaillerait avec un autre courtier pour lui trouver l'offre qui lui correspond, en tout cas lui faire découvrir ce qu'il a besoin de voir avant de se positionner définitivement. Donc c'est vraiment le suivi, c'est la capacité, avec tout ce que vient de dire Franck, en fait, à expliquer le fonctionnement du canton s'il n'est pas assimilé, à faire découvrir les quartiers, parce que en fait, Genève, c'est petit, mais c'est quand même composé et en général sectorisé sur les annonces par la rive gauche, la rive droite, la vieille ville. Il y a, donc le cœur, le centre de Genève, et c'est important de savoir le présenter pour faire le lien avec tous les besoins et les critères des clients, et donc de surviser en fait tout le marché pour leur trouver la pépite finalement qu'ils ont du mal parfois à cibler seuls. Et comment se déroule ce premier rendez-vous ? Donc je viens à l'agence, on se rencontre, quelles sont un peu les étapes et comment se passe l'accompagnement du premier contact jusqu'à finalement potentiellement à la vente ? Alors le premier rendez-vous, pour moi, que ça soit avec un client acheteur ou vendeur, c'est vraiment découvrir la personne en tant que telle. C'est pas forcément rentrer dans les questions techniques de l'acquisition, même si en général on le fait d'office, mais c'est vraiment comprendre le projet, qu'il soit familial, qu'il soit professionnel. Parfois, on va se rendre compte qu'un client cherche une adresse ou une rive et en réalité, l'école des enfants est pas au bon endroit. Donc, d'office, peut-être rebondir et dire: est-ce que vous avez déjà visité ici ? Est-ce que vous avez compris que là, ça serait peut-être compliqué ? Il y a les TPG, donc on explique, donc transport public genevois, mais il faut essayer de comprendre le projet et comprendre le client en tant que personne. Et puis après, rentrer un peu plus dans l'aspect technique et la question financière, évidemment, pour pouvoir l'accompagner au mieux et puis cibler. Parce que le but, c'est pas de lui faire perdre son temps non plus. J'imagine je rejoins complètement Augustin là-dessus, parce qu'il a dit par rapport à cette analyse de projet. Alors pour moi, déjà, c'est une chance énorme quand on a un acheteur qui vient pour la première fois finalement à l'agence, qui dit voilà, j'aimerais acheter. Et là, on peut vraiment l'accompagner pleinement. L'autre axe finalement pour découvrir ce projet acheteur, très souvent, ça passe par ce que je disais tout à l'heure, on pousse la porte, on avait une jolie maison, un joli appartement, et on dit super, j'aimerais le visiter. Alors notre rôle, et c'est un devoir par rapport à notre vendeur, c'est d'analyser le projet, mais généralement c'est presque une sorte d'étalon par rapport à ce que va avoir besoin notre client. Dans tous les cas, on va venir à ce que disait très très justement Augustin, c'est comprendre finalement le client, quelles sont véritablement ses motivations, quels sont ses centres d'intérêt, quel est aussi son mode de vie. Quand je parle de centre d'intérêt, bien entendu, ça peut être, je pense, professionnel, mais ça peut être loisir, sportif, familial, comme l'a dit. Et ce que j'aime beaucoup, et ça je pense que c'est vraiment une de nos particularités dans ce qu'a dit Augustin, c'est parfois même on va challenger notre acheteur qui veut peut-être acheter avec une idée bien précise, et puis finalement il faut lui ouvrir l'esprit un peu. Notre professionnalisme va faire qu'on va lui montrer que finalement ça ne correspond pas tout à fait à
à son mode de vie en définitive. Donc ça, c'est une chose qu'on sait faire. Il a dit aussi une autre chose qui semble peut-être anodine, mais malgré, encore une fois, cette offre, j'entends par là de manière globale, limitée, une des particularités effectivement de notre groupe, et ça on y travaille, c'est un de nos piliers, c'est vraiment le partage. C'est-à-dire, quand je dis le partage pour le succès de cet acheteur. C'est-à-dire que demain, tu viens échanger avec nous sur ton projet, on a peut-être le bien, on l'a peut-être pas, ou on va peut-être l'avoir, mais dans tous les cas, on va aller véritablement le chercher auprès de la majorité de nos confrères, en fait, acteurs immobiliers. Okay. Donc je comprends que ce marché est complexe à Genève, il est particulier, donc les clients peuvent se poser des questions, peut-être avoir peur sur certains aspects. Comment vous faites pour les rassurer finalement, de se dire ça vaut la peine, il y a l'objet qui vous plaît, il faut y aller. Comment rassurer les clients en tant que courtier ? On les rassure essentiellement en leur montrant que finalement c'est la réponse à leurs attentes, en leur montrant en termes de capacité financière, on y viendra toujours en fait sur ce sujet-là, finalement que ça répond pleinement à leur capacité qui est très stricte en Suisse. On n'a pas développé sur l'aspect financement, mais ça aussi, d'ailleurs très souvent les étrangers sont surpris, ils peuvent venir en me disant voilà, moi j'ai X budget et finalement via le système de financement suisse, ce X budget, on peut parfois le multiplier, que ce soit des biens plus ou moins importants, voire des biens très importants. J'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps, on a un acheteur qui pensait avoir un budget relativement important. On a 7 chiffres, oui, 7 chiffres, oui, à l'aise, voire 8. Et il pouvait effectivement multiplier sa capacité finalement d'acquisition par 2 ou 3, simplement en fait avec un jeu de fonds propres, effectivement, et d'hypothèque. Oui. Et puis pour en rajouter sur ce point, comment les rassurer, on arrive quand même facilement à avoir de la visibilité sur ce qui s'est vendu et où. Et quand on sort à un acheteur autour de la maison ou l'appartement qui lui plaît, un historique de vente sur les 5 dernières années avec des actifs qui ressemblent dans les caractéristiques et qui se sont vendus à tel prix, forcément ça le rassure, et on en revient au premier point qu'on développait, mais au niveau de son patrimoine, il ne prend pas de risque, et c'est quand même un gros plus et un avantage à Genève, c'est qu'il est quasiment certain de ne pas perdre d'argent et même d'en gagner. Donc en général, ils sont rassurés rapidement. Ok, ouais. C'est très juste. On entend souvent parler de biens off-market. Je vois un peu partout ça, sur Internet, etc. C'est quoi exactement un bien off-market ? Alors c'est un bien, à mon sens, qui est parfois un petit peu trop usité à tort et à travers. Strictement, d'ailleurs, moi je demande toujours à l'ensemble de nos courtiers, et moi-même je fais attention, c'est de ne pas utiliser le terme off-market avec un client qui n'est pas forcément habitué comme nous le sommes en fait en immobilier. Si on prend la définition stricto sensu de off-market, c'est un bien en fait qui n'est tout simplement pas publié pour 2 raisons essentiellement. Soit une raison, une attente principale en fait du client qui est de discrétion, et avec les avantages que ça peut apporter, tant pour le vendeur mais également l'acheteur, mais également une raison on va dire de test du marché sur un critère qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est le prix du bien en fait à lui-même. Finalement le prix, moi je fais très attention. Je pense que des fois, surtout en tant que courtier, c'est pas le courtier qui fait le prix, c'est pas non plus l'acheteur qui fait le prix, c'est pas non plus la banque, c'est pas non plus le vendeur qui fait le prix, c'est le marché en fait. Et cette réaction de marché. Effectivement, ce off-market, ça va nous permettre, c'est là où je parle de test, ça nous permet d'avoir une clientèle très sélectionnée. On a la chance d'avoir un portefeuille d'acquéreurs de plusieurs dizaines de milliers d'acheteurs. Donc pas tous pour un seul bien, on soit bien d'accord. Quoique à Genève. Quoique à Genève, oui, tout à fait. Des milliers pour un seul bien, ça arrive. Hein. Oui, ça par contre, ça peut arriver, tout à fait. Et nous, ça nous permet effectivement, ce bien off-market, de publier sur ce panel d'acheteurs qualifiés, dont les critères en tout cas matchent avec ce bien, puis de voir quelle est la réaction. Visite, pas visite, offre qui se rapproche potentiellement du prix, pas d'offre en fait. Et ça nous permet, dans un délai très rapide, j'ai envie de dire que très facilement, en moins d'1 mois, en 3 semaines, 1 mois, là on peut être beaucoup plus clair sur finalement quel serait le juste prix et passer à on-market, c'est-à-dire qu'on peut faire du off-market
Au début, pour tester. Et ensuite mettre effectivement un prix qui soit tout à fait un prix réaliste en adéquation avec le marché. C'est le seul avantage pour le client, il y en a d'autres? Non. À part la discrétion pour le vendeur, je parlais d'un premier avantage qui était la discrétion. La discrétion, c'est un véritable catalyseur de rareté. Vous, moi, n'importe quel acheteur, parce que des fois on a tendance à parler des acheteurs, mais nous sommes aussi acheteurs. On a envie de la perle, de la chose qui est unique, pas forcément celle qui est surexposée, qu'on voit de partout. C'est très très particulier en tout cas sur le prestige. Ça s'adapte quand même particulièrement au prestige, ce côté discrétion et off-market. Ce qui fait que nous, ça nous permet de contacter des acheteurs et de leur proposer un bien qui n'est pas sur le marché et donc créer une sorte de levier, en tout cas valorisant. Oui. Et pour l'acheteur, justement, c'est l'exclusivité un peu de... Cet acheteur, justement, qu'on va appeler, à qui on va préciser qu'on a un bien en fait, qui aujourd'hui ne paraît nulle part, qui correspond à son projet, à ses attentes. Limite, on va lui rappeler qu'il est dans les premiers qu'on appelle. Et effectivement, ça crée un très très beau levier. Et pour lui, c'est une superbe opportunité. Oui. Et ça, comme tu le disais, c'est principalement le marché plutôt prestige, des biens de prestige ou c'est Alors, l'off-market, initialement, c'est principalement le prestige, mais comme je le disais également, le deuxième axe du off-market, ça peut être effectivement une belle occasion de testing du marché. Ouais. Okay. Quelle est la réaction du marché par rapport aux biens qu'on propose? En parlant de prestige, justement, quelles sont les attentes de la clientèle qui recherche des biens de prestige aujourd'hui à Genève? Les clients qui aujourd'hui cherchent des biens de prestige à Genève, ils attendent justement du courtier d'être capable de proposer quelque chose qu'ils n'ont pas déjà vu. Quelque chose d'exclusif, qui n'est pas paru de partout et que tout le monde a déjà visité, parce que ça envoie déjà un mauvais signal, potentiellement d'un prix trop élevé ou alors d'une nuisance, ou alors d'autres choses, peu importe, mais le projet immobilier d'un client qui cherche dans du haut de gamme, il est vraiment porté sur un accompagnement prestige, même si on va donner le même accompagnement à un budget moins élevé, mais c'est vraiment dans le suivi et la capacité à proposer une offre, à accompagner sur une propriété qui peut-être n'est pas encore à vendre, mais viendrait dans les prochains mois, et parce qu'on a des bonnes relations avec le propriétaire, en avant-première, il nous ouvre la porte et puis on en arrivera à aligner de timing. Ça, c'est une attente principale. Ok. Et les critères de recherche pour ce genre de clientèle, est-ce qu'elles ont évolué durant ces 10 dernières années? Il y a une évolution par rapport à ça. Ici, oui, lesquels? Alors, il y a des critères qui restent, qui sont architecturaux, de surface. La règle d'or qu'on connaît tous, location, des adresses aussi particulières. Donc, mais ça, c'est pas quelque chose qui a évolué. Où on peut éventuellement ressentir une évolution, c'est plus sur un aspect finalement qui nous touche tous. C'est plus sur un aspect, j'aurais dire, connexion avec l'extérieur de la maison. Enfin, on peut imaginer tout à fait des grandes baies vitrées, connexion avec l'extérieur. Un aspect là, je pense pas que c'est une évolution, c'est que moi je constate souvent que dans ces biens de prestige, il y a un besoin en fait d'avoir une maison qui fit tout particulièrement avec le client. Augustin me faisait référence à une toute dernière demande en fait qu'un de nos courtiers suit, où le client a besoin en fait d'un logement particulier dans lequel il puisse garer 40 véhicules. Techniquement, alors c'est là où c'est intéressant. Alors techniquement, il y a des solutions, mais c'est relativement complexe. Mais parfois, ça peut être des demandes qui sont particulières. Et ça, je pense que de tout temps, il y a eu ces demandes particulières. Ça peut être, moi, j'ai eu des clients qui voulaient réaliser un véritable musée avec toutes les contraintes techniques, pas de poussière, pas de lumière en fait qui abîme les objets de valeur, etc. Après, on retrouve des choses aussi qui se développent du fait de la technologie d'ailleurs, mais des home cinéma, des salles de cinéma, des espaces wellness aussi. J'ai le sentiment que ça devient presque un impératif actuellement. Tu m'arrêtes. Hein. Il y a quand même aussi tout un axe en restant sur l'aspect technologique avec la sécurité. Ils veulent un espace qui communique sur l'extérieur, qui ventile, qui est aéré, avec potentiellement un pied dans l'eau ou autre, mais en parallèle une privacité complète et puis une sécurité hors norme. Et ça, c'est vrai que dans les 10 dernières années, ça s'est vachement développé quand même. Ouais.
On parlait de discrétion aussi, ça joue vraiment un rôle dans ces objets de prestige. La clientèle veut être discrète par rapport à ces achats-là, principalement. Oui, très clairement. Alors, bon, déjà, c'est bien de le rappeler lors de notre échange, là, c'est que c'est une obligation professionnelle qu'on a d'être discret pour tout sujet, j'ai envie de dire. Alors, il y a des informations qui sont publiques. Il y a une feuille d'avis officielle, notamment concernant les prix, qui paraît. À Genève seulement, ou pas dans tous les cantons? Non, pas dans tous les cantons. Ouais. À Genève seulement, tout à fait. Donc, en termes de prix, effectivement, le public peut avoir accès à des prix. Alors, faut-il quand même savoir où les chercher. Par contre, nous, notre rôle, et ça c'est indispensable, moi, j'ai aucun des courtiers avec lesquels je travaille qui crie sur les toits qu'il a telle ou telle personnalité publique, politique, star system ou gros industriel. Enfin, ça serait une faute professionnelle, puis très clairement, on se discrédite avec le client. Cet aspect discrétion, il est lié avec l'aspect confiance. Et cet aspect confiance qu'on retrouve effectivement dans tous les segments, mais alors en matière de vente de prestige, c'est un critère. Si on passe à côté de cet aspect de discrétion et confiance, ça ne marchera pas. Okay. Et ce qui est important de rajouter sur ce point, c'est qu'il y a la discrétion de l'acheteur, et il y a aussi un gros point de vigilance sur la discrétion du vendeur, ou en tout cas la manière de l'aborder. On a certaines maisons, on ne peut pas les faire visiter à n'importe qui. Il faut d'abord montrer patte blanche, faire une lettre d'intérêt, apporter une preuve de fond. Et ça permet aussi quand même de faire un tri et de créer des rencontres entre un vendeur et un acheteur qui vont s'entendre et qui vont garder la discrétion entre eux sans que ça s'ébruite en fait. Et c'est très important. Et on le fait de plus en plus. Une notion aussi, quand on parle de biens de prestige, on parle de certains montants, on parle de, qui dit montant dit argent, mais argent ça rime avec temps. C'est-à-dire qu'on a une obligation d'être plutôt efficient, que ce soit pour l'acheteur comme pour le vendeur. Alors pour le vendeur, effectivement, on ne peut pas venir pour visiter sa maison comme un musée, parce que là, effectivement, on ne va pas mettre beaucoup de points. Vraiment avec des clients complètement éligibles, vérifiés, analysés, mais également pour l'acheteur, l'objectif c'est pas de lui montrer les 10, 15, 20, on a actuellement 350 biens en fait prestige sur l'ensemble des régions de Switzerland Sotheby's. L'idée c'est pas une loterie, c'est vraiment trouver le bien qui fit avec lui et pas de faire perdre du temps avec des visites inutiles. Est-ce qu'il y a une tendance du bien prestigieux 2026 ? Est-ce que c'est une maison ultra moderne connectée ? Est-ce que c'est une maison de maître rénovée ? Est-ce que c'est un rooftop ? Est-ce qu'il y a vraiment une tendance ou il y a vraiment encore ce mix de clients sur toutes ces typologies de maisons ? J'aurais tendance à dire depuis le début de l'année, en tout cas sur Genève, que c'est le pied dans l'eau, qu'on entend le plus depuis le début de l'année en recherche un peu luxe. Il y a pas mal de pieds dans l'eau dans nos discussions. Donc on rappelle ce que c'est pied dans l'eau, c'est qu'on peut mettre, on peut arriver avec son bateau devant la maison. Exactement, en fait. Ouais. Ok, donc ça c'est vraiment recherché. Depuis le début de l'année, on en entend bien parler. Ouais. C'est intéressant de le rappeler parce que des fois, il peut arriver que certains clients vendeurs parlent de pied dans l'eau, mais ils ont un accès de 3 mètres jusqu'au bout du lac, ils sont au 2e rang, c'est pas un pied dans l'eau. C'est vraiment en front de lac. Ouais, c'est ça. On va parler un peu argent, financement. Justement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence entre un projet qui aboutit rapidement, on en a déjà un peu parlé, et puis celui qui va traîner, parce que principalement, j'imagine qu'il y a des problèmes de financement, ou en tout cas, il n'y a pas ces démarches qui ont été faites dans cet ordre-là. C'est principalement ça, si un projet ralentit un peu dans la... C'est effectivement principalement, à mon sens, c'est un défaut de préparation, de vérification de sa capacité financière. Tout à l'heure, je donnais l'exemple effectivement de ce qu'on a besoin de vendre avant d'acheter, et c'est essentiel. Donc, indépendamment de ça, c'est quelle est notre capacité financière. Effectivement, ça permet de saisir la bonne opportunité quand elle se présente. Donc, tout à l'heure, on parlait de banque ou effectivement des gens qui font le même métier que nous, mais en rapport avec les finances, des courtiers en financement. Alors, moi, je pense que c'est une très bonne solution, ce qui exclut pas les banques, parce qu'ils passeront aussi par les banques du choix du client d'ailleurs, mais ça permet vraiment d'apporter un peu plus de solutions à notre client et de réalisme à son projet. Et effectivement, quand l'opportunité se présente, ça lui permet d'être complètement éligible. C'est pour ça qu'à un moment dans notre échange, ça peut être très vite, mais effectivement, un client qui est prêt, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, qui est face au bien, il a les fonds, il a le financement. Tout son projet, c'est
souvent immédiat, d'autant plus si une première maison lui a échappé dans le passé, parce que parfois il y a des clients, ça fait plusieurs années qu'on suit, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas prêts, ils ont vu une belle maison, ils ont dit qu'ils allaient réfléchir, qu'ils allaient éventuellement voir leur banque. Encore une fois, le but, c'est pas de confondre vitesse et précipitation, c'est plutôt vraiment préparation et vraiment qu'il y ait une synchronicité avec son projet, en fait. Et là, ça peut aller très vite, oui. Et le rôle justement de ces partenaires ou courtiers en financement, c'est quoi l'avantage finalement d'aller vers eux? Est-ce que ça ouvre des opportunités peut-être si on va voir la banque en premier, peut-être le financement ne passe pas ou pas à ce niveau-là. Est-ce qu'un partenaire comme un courtier financier peut peut-être financer plus ou différemment? Alors, là, je joue sur un domaine un petit peu sensible, le financement, mais effectivement, les banques ont des politiques qui sont quand même différentes d'octroi des prêts. Il s'avère qu'il y a des banques qui sont plus en phase d'octroyer des prêts que d'autres. Alors, il y a des règles, bien évidemment, des règles FINMA, en fait, qui sont obligatoires pour toutes les banques, que ce soit en termes d'apport de fonds propres, différentes selon les segments. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il n'y a pas la même exigence de fonds propres pour un bien prestige qu'un bien d'un autre segment. Il faut plus de fonds propres pour un prestige ou moins? Oui, très clairement. Il faut plus de fonds propres. Et puis même, cette tendance peut évoluer. Et ça, est-ce que c'est une tendance 2026? Je ne sais pas. Mais effectivement, la tendance aux fonds propres pour un bien de prestige, en tout cas, elle peut être rapidement, facilement de 35%, voire plus, voire 40%, voire même parfois un petit peu plus. Alors qu'on le rappelle, normalement, c'est 20%. C'est 20%. À peu près. C'est 20%. 20% du prix qu'estime la banque. La banque, oui. Donc des fois, il peut y avoir des petites nuances. Mais justement, quand je parlais de petites nuances, ce qui sera plus, à mon sens, plus avantageux parfois, via un courtier en financement, c'est que on a pu constater, ça c'est relativement public, c'est qu'une banque va estimer un bien 1 million et va effectivement prêter, si on suit le raisonnement qu'on vient d'avoir, 800 000 francs au client. Et une autre banque va l'estimer 900 000. On parle du même bien. Les critères vont être différents selon les banques. Et puis peut-être que leur volonté, effectivement, de réaliser un prêt sera différente. Quelles sont les erreurs administratives les plus fréquentes que vous rencontrez avec vos clients? Est-ce qu'il y en a? Et c'est quoi un peu toutes ces erreurs? À mon sens, il peut y en avoir. C'est sur alors, plutôt côté acheteur, mais ça peut être sur la forme de l'acte d'acquisition. Elle peut être différente. Tout à l'heure, Augustin parlait de vente à terme. La vente à terme, c'est pas forcément quelque chose qui est admis par tout le monde. On peut signer un acte, donc c'est un véritable acte de vente qui est parfait, avec un terme de prise de possession décalé. Donc faut-il avoir bien prévu ce type de délai, accessoirement, ça peut mettre en cause un projet. Il peut y avoir des ventes effectivement définitives, immédiates, là c'est pas vraiment une problématique. Il peut y avoir un aspect fiscal qui peut poser tant de problèmes au vendeur, mais parfois également à l'acheteur. Alors au vendeur, je fais référence à l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, qui peut-être pas forcément, il s'attend à un fruit de vente et en définitive va être un petit peu différent par rapport à une fiscalité. Faut-il qu'il soit bien informé sur ce sujet-là. Après, en termes d'erreurs, il y a au sens juridique, technique. En général, en tout cas, nos clients sont quand même relativement bien préparés dans le sens où on a fait ce premier rendez-vous, où on leur a expliqué et que dans l'accompagnement, on met en garde tout de suite sur des problématiques. Donc en général, on est quand même assez juste là-bas, dans ce sens-là. Mais après, il y a par rapport au projet, par rapport à l'acquisition, tous les éléments techniques à faire connaître en fonction si on a des servitudes ou autres. Voilà, lever tous les points d'interrogation qui pourraient être des points d'interrogation au moment de la signature de la vente, bien en amont. Mais en général, il n'y a quand même pas de gros points bloquants administratifs qui nous ralentissent plus que ça. En tout cas, j'en ai pas eu récemment. Et c'est là que à mon sens, notre valeur ajoutée, elle prend beaucoup de signification. C'est-à-dire en termes d'accompagnement de nos clients, c'est véritablement, en fait, pour moi, l'aspect préparation. Accessoirement, dans mon activité, je m'occupe des formations des courtiers. Des fois, ils me reprochent de faire du brainwashing, mais c'est sur un aspect préparation, que ce soit pour l'acheteur comme pour le vendeur. Si on est en défaut de ça, oui, ça peut fragiliser et ralentir. Oui. Et pour finir avec cette thématique, quels sont vos 3 conseils pour sécuriser justement une acquisition? Donc aller voir sa banque en premier, ça c'est le premier. Ou un courtier. Préparer son projet, à mon sens, la toute première, c'est véritablement en fait quel est son projet, véritablement mûrir son projet. Tout de suite, quasiment simultanément en fait, quelle est notre capacité par rapport à ce projet qu'on a mûri.
Peut-être aussi se poser une question, à mon sens, c'est quelles sont les concessions qu'on est prêt à faire à ce projet. Parce que c'est comme dans le domaine des relations humaines, en fait, la perfection n'existe pas. Le projet qui fit à 100% n'existe pas. Maintenant, sur quel axe, le lieu, est-ce qu'on est prêt à faire plus de kilomètres pour un bien, le bien, ça c'est l'autre concession qu'on peut faire, le lieu, le bien. Le budget, on a peut-être une capacité largement supérieure, mais il y a ce qu'on veut, ce qu'on peut. Et éventuellement, est-ce qu'on est prêt à faire quelques concessions là-dessus? Un bien plus important, mais à ce moment-là, on n'a pas le budget qui est conséquent, à ce moment-là, on peut s'éloigner et peut-être effectivement la distance faisant qu'on peut plus acquérir un bien qui nous réponde plus. Donc c'est finalement ces trois priorités qu'il faut être prêt à jouer. Et puis j'ai envie de dire qu'une des grosses priorités, c'est d'être bien accompagné, effectivement. Oui. Donc de venir vous voir. Exactement. Et justement, ce métier de courtier évolue comme tous les autres métiers en ce moment, beaucoup avec la technologie aussi. Comment vous voyez cette évolution de ce métier de courtier immobilier et de l'accompagnement clientèle finalement dans ce domaine? Aujourd'hui, il évolue dans le sens où on nous demande, et nous, on est obligé d'avoir encore plus de réactivité, d'être toujours là dans l'accompagnement du client, de toujours être force de proposition, force d'accompagnement, tant pour l'acheteur que le vendeur, parce que là, on parle beaucoup de l'acheteur, mais le vendeur, on peut parfois aussi aller le solliciter pour lui rendre une estimation, pour l'accompagner, pour faire un point sur son projet, pour lui expliquer une nouveauté qu'il n'avait peut-être pas vue, notamment sur la plus-value. On a eu le cas cette année avec l'augmentation du taux d'imposition. On est à plus de 25 ans, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il y a plein d'éléments techniques qu'on peut apporter et c'est en étant, selon moi, réactif et proactif qu'on fait la différence. Et donc aujourd'hui, on a plein d'outils qui nous permettent d'accéder à une réactivité décuplée. Il y a l'IA, mais il y a WhatsApp. Et moi, j'échange énormément avec mes clients sur WhatsApp. Et on arrive à avoir des échanges très simples, immédiats et tout aussi impactants que si c'était un mail. Et ça évolue vraiment et c'est vraiment pratique. Donc il faut le garder. J'ai un point de vue très très positif sur alors on a parlé d'IA, on a parlé de différents moyens de communication, mais c'est un point de vue qui nous aide tous. Quand je dis nous aide tous, qui aide nos acheteurs, qui aide nos vendeurs, parce que on n'est pas les seuls à avoir l'IA, tout le monde l'a, il y a assez de stats qui le montrent. Et je trouve que ça permet effectivement d'être extrêmement nourri d'informations, ou après, je rejoins tout à fait Augustin, c'est quelle est l'intervention de l'homme, ça ne se substitue pas, je ne suis pas en train de défendre ma cause, absolument pas, mais c'est qu'effectivement, Augustin parlait de réactivité, j'ai envie de dire que oui, je n'ai pas la prétention d'être plus rapide que l'IA, mais par contre, je peux très facilement prendre mon téléphone pour un client auquel je pense, et je n'ai pas besoin de taper sur l'IA, et ça marche effectivement très très bien, presque envie de dire que c'est notre quotidien. Puis après, l'autre grosse différence, moi je trouve ça très très bien, c'est que finalement l'information, ça me fait penser à l'arrivée d'Internet dans la matière. Je faisais déjà le métier à cette époque-là, dans les années 2000. Internet, c'est pas substitué à notre métier. Ça a permis ce changement qu'on vit actuellement me fait penser à cette transition. Je suis moi-même fils de courtier, donc je fais pas le même métier, paradoxalement, que mon papa. En fait, mon papa, lui, la valeur ajoutée essentielle, c'était de transmettre une information d'un bien en vendre. Bien évidemment, le métier où il ressemblait quand même à l'époque, c'est un bien qui correspond finalement aux attentes du client. Mais lui, la valeur finalement de ses honoraires, c'était essentiellement j'ai l'information, tu veux l'information, il faut passer par moi. Il y a eu Internet, finalement l'information, c'était plus vraiment ça. Et ça rejoint quelque part la question d'avant, c'est que finalement aujourd'hui, notre métier, c'est pas de transmettre de l'information. Il y a bien supérieur à nous. Et nos clients sont très informés d'ailleurs, et c'est là où je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. C'est plutôt vraiment d'avoir un service d'accompagnement. J'ai un peu envie de dire, c'est un peu comme avec un médecin ou limite un avocat, qui sont des domaines spécialisés. Vous pouvez trouver toute l'information médicale qui finalement vous voulez sur l'IA, sur les différents supports de la toile, en définitive. Juridiquement, c'est pareil. Par contre, effectivement, je vous conseille très fortement, quand vous avez effectivement un bobo, effectivement, d'aller vraiment voir son médecin. Vraiment voir le médecin, qui lui a aussi l'IA d'ailleurs, et l'utilise aussi, mais ça reste un assistant. Et effectivement, il assiste, j'ai envie de dire, tout le monde de manière très efficace, en fait, effectivement. Donc c'est intéressant. Donc là, avec ton papa, c'est intéressant de voir cette évolution. Ouais. Et si on va vraiment plus loin, comment vous imaginez dans 15-20 ans
juste comme ça, je pense j'estime que notre métier, il a encore beaucoup d'avenir et on fera encore beaucoup de différences. C'est qu'on a parlé un peu d'humain, on a parlé de technique. Moi, je pense qu'on va de plus en plus se centrer sur l'humain pur. C'est d'ailleurs c'est intéressant parce qu'un des piliers de notre entreprise, Switzerland Sotheby's International Realty, il y a 3 piliers qui étaient parus dans la presse lors de l'inauguration, technologie, humain et la marque. La marque dans le sens confiance, effectivement. On a une marque qui représente la confiance. Et j'ajouterais effectivement, dans les années à venir, moi, ce qui à mon sens changera, c'est vraiment cet aspect présence de l'humain forte, mais au sens émotion, comprendre un principe de vie finalement de notre acheteur ou bien de notre vendeur. On a beaucoup parlé d'acheteurs, mais aussi les vendeurs, en fait, ont des projets, en fait, pourquoi ils vendent, raison heureuse, raison moins heureuse. Et ça, je pense que l'IA, il y a encore un petit peu de job avant que ça soit effectivement qu'on ait cet aspect émotionnel. Ok. On arrive déjà à la fin de ce podcast. Si vous devez donner comme dernier mot un conseil pour quelqu'un qui veut acheter ou vendre à Genève, ce serait lequel ? Préparez-vous, soyez bien accompagnés. Choisissez-nous. Venez chez nous, boulevard Georges Favon, nous rencontrer, boire le café, et puis on se fera un plaisir d'accompagner dans le projet immobilier. Boulevard Georges Favon et prochainement à la rentrée en septembre, chemin du Vieux Vézna 34 à Vézna. Très bien, merci Augustin, merci Franck. Merci pour cette discussion. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast de Switzerland Sotheby's. Ciao. Vous écoutiez Real Talks, le podcast de Switzerland Sotheby's International Realty. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines conversations.